El ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo es superior al ingreso de los 416 millones de personas más pobres. Los 2.800 millones de personas que viven en la pobreza, con menos de $2 al día, y que representan el 40% de la población global, obtienen, ese 40% de la población global, obtiene solo el 5% del ingreso mundial. Adicionalmente existen 1.100 millones de habitantes sin acceso al agua potable, 2.600 millones sin servicio de saneamiento, más de 800 millones de analfabetos y 1.020 millones de personas hambrientas. Ese es el escenario del mundo. Il y a une info qui ne passe jamais aux journaux télévisés et qui pourtant touche des millions d'hommes et de femmes. Ce sont des événements invisibles qui provoquent la misère et l'immigration clandestine et qui finissent donc par nous concerner tous. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Council. La création de l'ONU était pavée de bonnes intentions, nées sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Le FMI et la Banque mondiale, son bras armé, ont été les deux piliers qui devaient guider le monde vers une nouvelle ère de prospérité. Les nations récemment décolonisées allaient tomber dans leurs bras. Pour sortir de leurs anciennes dépendances, de nouvelles industries ont été développées. Et pour sortir de la pauvreté, le commerce a été encouragé. Du poulet abattu en masse dans les abattoirs d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Asie, d'Europe. Des stocks qui n'arrivent pas à se vendre et que là-bas personne ne veut manger. Des restes exportés dans les pays en développement, comme le Ghana. Tout commence au début des années 90. À l'époque, le Ghana importe 9000 tonnes de poulet par an, 90 000 aujourd'hui. Et la population l'achète. Son prix défie toute concurrence, des voix critiques s'élèvent et parlent de dumping. En 2004, le kilo de poulet surgelé coûte l'équivalent d'1,50 €. Le poulet local est presque 2 fois plus cher. Sur le grand marché de la capitale du Ghana, l'Europe est bien représentée. Dans cette vitrine non réfrigérée, des gésiers de poulet originaires de France. Der Situation der Agrarmärkte heute ist die folgende. Die reichen Länder, also die EU, die Vereinigten Staaten, die zahlen ihren Bauern für ihre Produktion und für die Exporte der Produkte Subventionen im letztes Jahr von 349 Milliarden $. Das ist mehr als 1 Milliarde pro Tag. Die Konsequenz davon ist das Dumping, die Zerstörung der Agrarwirtschaften in der südlichen Hemisphäre, wo es fast nur Bauern gibt, mit einigen Ausnahmen. Ich nehme ein Beispiel. Die Hauptstadt von Senegal, der Republik Senegal in Westafrika, heißt Dakar. Diese Stadt beherbergt den größten Landwirtschaftsmarkt in Westafrika. Das ist die Sandaga, der Sandaga-Markt. Wenn Sie auf den Sandaga-Markt gehen, können Sie europäisches Gemüse, europäische Früchte, europäische Kartoffeln und so weiter zu einem Drittel der einheimischen Preise kaufen. Also der senegalesische Bauer, auch wenn 18 Stunden im Tag arbeitet, unter brennender Sonne, mit letztem Einsatz, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, das Auskommen zu finden auf seinem eigenen. Cet entrepôt frigorifique d'Accra réceptionne à lui seul plus de 1000 tonnes de viande de poulet surgelée tous les mois. Nombre de cartons viennent de l'Union européenne. Ce sont les produits d'une industrie sans frontières, qui se bat pour chaque marché et dont les exportations ont conduit à la ruine de nombreux éleveurs de volailles africains. Une nouvelle conscience politique émerge, elle conteste le nouvel ordre économique. Vous cultiviez le riz, vous possédiez plusieurs centaines d'hectares de rizières dans la vallée de Katanga. J'étais un des plus riches producteurs de riz du Nord. À cause du changement de politique, je n'existe plus.
J'employais beaucoup de gens à la ferme, ici, dans la vallée de Katanga. Qu'est-il arrivé à la production de riz local? Cultivez-vous toujours du riz? Qu'est devenue la grande ferme que vous possédiez? La production locale a quasiment disparu. Quand le Ghana subventionnait les engrais et les semences, les machines étaient disponibles et donnaient du travail à tous. C'était presque le plein emploi, même pour les jeunes filles. Même le week-end, les étudiants venaient travailler dans les fermes, ce qui leur permettait de se consacrer la semaine à l'école. Mais avec l'effondrement de la culture du riz, on ne peut rien faire. Sauf partir dans les villes du sud, chercher du travail, mais il n'y en a pas. Les gens reviennent alors à moitié morts de faim. Parce qu'ils sont allés en ville, ils sont affamés, n'ont pas de bon boulot, ils reviennent atteints de paludisme ou d'autres maladies. Maintenant, nous devons acheter notre riz. Un demi-sac de riz, 50 kilos, coûte 300 000 cédis. La politique du FMI est très négative et affecte dramatiquement toute la région. Notre niveau de vie est tombé très bas. Des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international jouent un rôle absolument clé dans toute l'histoire de la crise de la dette. En fait, ces deux institutions-là, créées en 1944, ont commencé à prêter massivement aux pays en développement dans les années 60. Elles avaient commencé dans les années 50, mais vraiment, l'explosion des prêts, c'est les années 60. La fonction du FMI et de la Banque mondiale ont changé radicalement. Les deux institutions, elles sont devenues des instruments d'oppression, de contrôle des nouveaux pays souverains, entre guillemets, qui sont nés dans l'immense hémisphère sud. Le rôle du FMI, c'est pas d'être sympa. Le rôle du FMI, c'est de vous soigner. Alors, vaut mieux aimer son médecin que ne pas l'aimer. Mais à la limite, je préfère qu'on n'aime pas le médecin et qu'il vous sauve la vie, plutôt que vous le trouviez sympa et qu'il vous laisse crever. On est le médecin. Je pense qu'on a intérêt à mieux faire comprendre ce qu'on fait, ce que vous appelez être sympa. Et dans beaucoup de pays, ça se passe. Le monsieur qui parlait tout à l'heure en disant partout le FMI est passé, il a laissé les taux de chômage. Ça, c'est une vieille image qui est complètement fausse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Islande, ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, je parle des pays récents. Donc, vous pensez que l'image du FMI reste bonne, meilleure en tout cas qu'on ne l'avait dans nos souvenirs d'il y a 20 ans et de ce qui s'est passé en Amérique latine. C'est pas à moi de le dire, j'ai l'impression, mais ce n'est pas à moi de le dire. Ce qui est sûr, c'est que on dit au pays, vous êtes malade, voilà le chemin qu'il faut suivre pour rentrer dans une situation meilleure. Les prêts étaient soumis à conditions. Coupe dans les dépenses publiques, ouverture des marchés, suppression des subventions, faire payer les services publics. Et les prêts ont entraîné des dettes. En l'an 2000, le Ghana a dépensé moins de 4% de son budget pour la santé et 7 fois plus pour rembourser les intérêts de sa dette. Nous sommes à l'hôpital principal de Tarkwa, au cœur de la région minière. Il doit maintenant s'autofinancer. En clair, c'est aux malades de payer l'addition. Les gens doivent payer pour leurs frais de santé. Cette jeune femme, savez-vous si elle a payé? Elle devra payer pour son admission. Combien a-t-elle payé pour son admission? Elle n'est pas encore guérie. Quand elle partira, alors nous calculerons ce qu'elle nous doit. Elle paiera quand elle sera guérie.
Et les autres malades, c'est pareil pour eux? Les médicaments, qui les paie? Les malades? Ils paient les médicaments, c'est du cash and carry. Cash and carry, vous appelez ça comme ça? Conséquence du principe du cash and carry, Betty Krampa est prisonnière de l'hôpital. Elle vient de donner naissance à des jumeaux dont l'un est mort au cours de l'accouchement. Elle ne peut pas payer les médecins. Son mari est au chômage, ses parents sont morts. Comme le personnel de l'hôpital qui doit l'obliger à rester, elle a honte. Mais il faut que les usagers paient pour que l'hôpital puisse fonctionner. Je suis guérie depuis 5 jours. Mon mari cherche un prêt pour payer l'hôpital, mais il ne l'a pas trouvé. Il est parti voir si son oncle pouvait lui avancer l'argent. Comment ça se passait avant le cash and carry? Quand j'étais petit, je n'ai jamais payé pour des soins médicaux. Et j'ai été admis plusieurs fois dans des hôpitaux universitaires. Ça fonctionnait bien. Azara Issa n'a pas l'argent pour acheter de l'eau potable. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestle-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es 2 verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet. Et aujourd'hui, l'eau est aussi devenue payante. Nous devons acheter notre eau. Le prix d'un seau d'eau varie. Quand je n'ai pas assez d'argent, nous l'achetons à crédit et payons après avoir gagné suffisamment d'argent. Nous payons aussi pour utiliser les toilettes. Parfois, quand je ne peux pas payer, je demande aux gardiens d'y aller gratuitement. Et quand je les ai trop sollicités, je vais dans la nature. L'Afrique, sous perfusion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, croule sous le poids de sa dette extérieure et demeure le continent de la grande pauvreté et des inégalités. Tant qu'on sera dans cette emprise de la dette, tant qu'on sera dans cette domination de la dette, tant qu'on sera, je dirais même, dans cet esclavage de la dette, c'est comme ça qu'ils ne s'occupent pas du social, de la santé, de l'éducation. Mais vous vous imaginez, on doit sacrifier des enfants congolais qui doivent mourir, qui ne doivent pas étudier pour payer la dette. Et la communauté internationale parle de la générosité. Maintenant, on parle de l'annulation de la dette comme générosité en confisquant les ressources du pays. Oui, Monsieur le Président, l'ajustement est un mal organisé, structuré, administré et inoculé à nos peuples. Ce mal, Monsieur le Président, c'est le cynisme de la dette, le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette? J'entends les latino-américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda est impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable.